Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres à ICI Télévision M. Simon Boudreau, comédien, auteur, metteur en scène. Il est le fondateur de Simoniac Théâtre, avec laquelle il a écrit et mis en scène, entre autres, Sauce Brune, prix du public au Conseil des Arts de Montréal, Despourdieu, finaliste prix du gouverneur général, et Az is tel quel, prix auteur dramatique théâtre d'aujourd'hui. En 2020, il deviendra le nouveau directeur artistique du Théâtre de l'Œil, compagnie de théâtre de marionnettes. Parmi ses dernières créations produites par Simoniac Théâtre, on cite « Comment je suis devenu musulman et je suis un produit ». Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Boudreau. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir de vous accueillir. On va parler un peu de vos premières créations. Sauce Brune, un texte qui visite le tabou du sacre par son utilisation excessive et vous explorez les limites de la langue. À quel point, justement? En fait, au début, c'était vraiment, quand j'ai écrit ça, c'était un extrait de 15 minutes où je voulais vraiment explorer une langue québécoise que je qualifiais de surréaliste, où j'utilisais le plus de sacre comme verbe, adverbe, adjectif qualificatif. Oui. Puis, dans le fond, que les mots, c'était une pièce un peu sur la communication, l'incommunicabilité. Puis, dans le fond, les sacres devenaient positifs, négatifs, devenaient à toutes les sauces, sans faire de mauvais jeu de mots. Et donc, j'ai voulu créer cette langue-là qui repoussait vraiment, qui repoussait les limites du réalisme et qui devenait complètement, qui donnait un accès à l'intime. Donc, je m'amusais avec les sacres. Puis ça se passait dans une cantine d'école secondaire. Fait que j'avais créé une hiérarchie des sacres où, par exemple, celle qui était au bas de la hiérarchie utilisait seulement Sticris Calis. Puis la chef cook, c'était le tabarnak, qui était le sac le plus percutant. Fait que, bref, donc, je me suis amusé avec cette langue-là. Puis ça créait un mélange entre comédie, tragédie humaine. Voilà. Excellent. Az is tel quel, bon, une vie de trieuse. C'est une vie de trieuse, mais un texte qui dessine des arabesques surprenants, des culs de sac, des obstacles de la vie, en quelque sorte? Non, mais en fait, la situation d'Aziz telle quelle, ça se passait comme dans un sous-sol d'un centre de tri de type l'armée du salut. Moi, ça s'appelait l'armée du rachat. Puis, dans le fond, on suivait un jeune étudiant de 18 ans. Il a ce premier job d'été. Puis lui, dans le fond, il est plein de bonnes intentions. Il est comme... Moi, je le décrivais un peu comme un casque bleu en Afghanistan, c'est-à-dire plein de bonnes intentions, mais il ne prend pas vraiment la mesure de comment ça fonctionne là. Lui, donc, devient trieur de Cossin, le chef des trieurs de Cossin, mais il est tout seul. Puis il y a des trieuses qui trient le linge. Il y a comme une espèce de hiérarchie là aussi. Puis lui, il veut comme un peu enlever les magouilles qui se fait dans cette compagnie-là, mais il va comme un peu détruire, si on veut, le système. Puis c'est un mix entre lui, qui est comme l'espèce d'intellectuel dans un monde ouvrier, puis le clash de ces deux mondes-là, l'incompréhension des deux parts, puis la volonté de se rencontrer qui est super maladroite. Puis Aziz, tel quel, là, j'avais voulu créer un théâtre musical, donc il y avait des chansons un peu à la Brecht. Donc, il y avait un côté où les personnages, on avait accès à l'intimité des personnages par les chansons. Tous les personnages se dévoilaient, si on veut, par moment, à travers leurs chansons. Voilà. Excellent. Puis, Despourdieu. Bon, Despourdieu, une question, il y a un point d'interrogation. La thématique du vide spirituel, justement, de la quête existentielle. Oui. Mais il semble qu'il y a aussi comme un rapport de pouvoir que vous tentez d'explorer, justement, non seulement dans cette pièce, mais dans la plupart de vos créations. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Dans certaines, oui. La hiérarchie m'interpelle. Je trouve que c'est un sujet... En fait, ce qui me fascine, c'est que peu importe les sphères, que ce soit... souvent, on imagine juste le monde politique où il y a une hiérarchie, où il y a des jeux de pouvoir. Mais je trouve que même dans une épicerie, il va y avoir une hiérarchie puis un jeu de pouvoir. Dès qu'on met des humains en groupe, je trouve qu'il y a ce désir-là hiérarchique. Mais donc, c'est un thème que j'aime explorer. Ceci dit, dans Despourdieu, on était vraiment dans la quête existentielle. Tu sais, on suit... ça commence avec un bébé qui naît, qui est persuadé qu'il est le centre du monde. C'est lui, Dieu. Oui. Parce que dès qu'il pleure, on subvient à ses besoins. Il y a comme ses parents qui lui définit que sa mère, c'est juste comme un gros sein, puis son père, c'est juste une grosse barbe. Puis, tu sais, pour lui, leur corps est même un peu superflu. Puis, à un moment donné, il va être confronté à la purée de navet. Au départ, c'est ça. Puis, le choc gustatif est comme un choc de « voyons, j'aurais jamais permis à ça d'exister. Donc, je suis pas Dieu ».
Et là, on va le suivre, donc il va grandir, jeune homme. Là, si moi, je ne suis pas Dieu, mes parents sont Dieu, sont divins. Puis après ça, il va transformer, il va devenir. Ça va être l'amour qui va être son Dieu. Après ça, il va vivre donc d'illusion en désillusion et sa place dans l'univers va comme tranquillement diminuer, plus l'univers grossit. Fait que c'est un peu comme un. J'ai voulu que c'était de façon très ludique. Il y avait des marionnettes sur scène, il y avait de la musique, Oui, il y avait un conteur qui était moi. Fait que tu sais, c'est un spectacle, je voulais comme explorer la quête existentielle, mais de façon éclatée. excellent. Parmi vos dernières créations produites par Simoniac Théâtre, comment je suis devenu musulman, Oui. l'histoire d'un mariage de culture, hein, dans tous les sens, Jean-François et Mariam, en deux Québécois. Bon, Jean-François, lui, il est catholique, non pratiquant, on va dire athée, et elle est musulmane, d'origine marocaine. Est-ce une histoire qui s'attaque aux préjugés, justement? Complètement, en fait, et qui s'attaque aux préjugés, mais de tous les côtés. Tous les Hmm. préjugés, que ce soit entre immigrants de première et deuxième génération, que ce soit, bon, je m'amuse à dire que Jean-François est immigrant de 11e génération, mais que ce soit lui-même, que ce soit les jeunes versus les plus vieux, que ce soit les deux cultures, que ce soit même Jean-François avec ses parents, son père est un peu plus catholique. Il est sur le frère André, qui est comme le seul saint du Québec que les gens ne connaissent pas tant que ça. Puis lui, ça le scandalise. La mère, elle est plus féministe, puis elle est contre la religion, puis contre le patriarcat. De l'autre côté, famille marocaine qui est arrivée ici. Donc, la petite Mariam, elle est arrivée ici quand elle avait 7 ans. Fait qu'elle est comme plus une immigrante de deuxième génération versus ses Oui, parents qui veulent garder leur culture. Mais qu'est-ce qui est culture? Qu'est-ce qui est religieux? Puis les c'est deux, ça. dans le fond, le jeune couple qu'on suit, qui sont ensemble depuis 3 ans. Elle est enceinte, ils voulaient avoir un bébé, c'est pas un accident du tout. Mais là, la famille marocaine qui pensait que c'était un amour de passage, ou en tout cas, qui se confortait avec cette idée-là, là, tout d'un coup, ils ont comme, oh boy, là, il va vraiment être dans notre vie. Fait que là, ils veulent que le couple se marie musulman. Et là, ça devient une espèce de choc entre les deux familles. Puis j'avais envie de traiter ça vraiment de l'intérieur, de donner Oui. parole à tous les personnages, que le public même se surprenne par moments à être d'accord avec le personnage qui pensait être le plus loin d'eux. Tout le monde a un peu raison et tort. Tout le Oui. monde Hmm. essaie. Je donnais vraiment Mais parole à tout le monde. comme pour trouver Puis ça aussi crée des le point rebondissements. de convergence, justement, qui pourrait les unir. Juste une pause et on revient pour continuer la conversation avec vous. Notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Simon Boudreau, metteur en scène, comédien. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, chez ICI Télévision, Simon Boudreau, comédien, auteur, metteur en scène, improvisateur et marionnettiste. Bon, on va dire plusieurs chapeaux, mais il a écrit de belles pièces de théâtre. On va parler de cette toute dernière. On est en train de parler de comment je suis devenu musulman. Alors, monsieur Boudreau, on Oui. parle de diversité culturelle dans la famille, dans le couple, mais il y a aussi ces confessions religieuses, ces appartenances confessionnelles, et on dirait qu'à travers ces clivages, comme si vous semblez faire un mélange entre islam et comédie. Est-ce que c'est le cas? Oui, ben en fait, entre, je dirais plus, c'est plus une comédie humaine. Tu sais, Mhm. oui, oui, l'islam est présent, comme le catholicisme peut être présent, mais c'est vraiment d'avoir accès à ces familles-là, d'avoir accès aussi à l'intérieur. Puis quand on l'a joué, ce qui m'a à la fois troublé et que j'ai aimé, c'est que je me rendais compte qu'il y avait des préjugés de toutes sortes, comme Oui, même des préjugés quand même ancrés, même chez toutes sortes de gens, tu sais, comme quand on vendait le spectacle, qu'on faisait des extraits, souvent on lisait un extrait où le père marocain s'engueule avec sa fille, puis c'est une engueulade quand même assez musclée. La fille est vraiment pas contente contre son père, puis elle veut oui, vraiment prendre sa position. Puis quand on lisait ça, des fois, il y avait du monde du public, des Québécois qui disaient ça se peut-tu vraiment dans une famille musulmane que la fille parle de même à son père, tu sais? Puis je me rappelle, oui, les acteurs qui disaient ça ils partaient à rire et puis ils disaient ben oui, tu sais, dans la vraie vie, c'est ça. Mais l'espèce d'image du père tellement autoritaire que les filles n'osent pas leur parler, c'est une espèce d'idée préconçue que dans cette famille-là, là, ils n'oseraient jamais élever la voix c'est contre ça. leur père, alors que ben, je suis marié aussi avec une Marocaine, puis tu sais, dans le fond, j'ai accès à la vraie vie, la vie de famille, puis j'avais envie comme de briser même des micro-préjugés, des micros
idées préconçues qu'on peut avoir les uns Tout sur à fait. les autres, sur notre façon de vivre. Excellent. Bon, vous poursuivez justement on va dire, ces rafraîchissantes explorations de la psyché humaine, de la psychologie des humains, hein, à travers Je suis un produit. Oui. Je suis un produit avec Ouda Riani et Éric Bernier qui font partie de la distribution de la pièce. Oui. Je suis un produit. Alors là, c'est une pièce qui parle du port du voile. Oui, ben en fait, ça part de ça. En fait, le port du voile est un prétexte à la situation, c'est-à-dire qu'on suit le personnage de Jeanne qui était joué par Ouda Riani. Puis elle, dans le fond, immigrante de première génération, personnage dans la quarantaine, Jeanne qui cherche un emploi. Elle a un doctorat en anthropologie, puis elle n'arrive pas à se trouver d'emploi. Puis souvent, elle se fait questionner sur son identité. Êtes-vous vraiment arabe? Êtes-vous musulmane? Pourquoi vous ne portez pas le voile? Tout ça parce qu'elle ne porte pas le voile dans la vie. Oui. Et à un moment donné, comme à bout de nerfs, à bout de ressources, puis elle décide de passer une entrevue pour une compagnie de marketing et elle décide de mettre le voile pour la compagnie et elle se fait engager parce que cette compagnie-là, le président de la compagnie, ça fait des années qu'ils se font un peu reprocher d'être juste blanc dans la compagnie. Il veut comme changer un peu l'image de la compagnie. Oui. Là, il voit chez elle l'opportunité d'avoir quelqu'un à l'interne qui va justement changer un peu l'image de la compagnie. Fait qu'elle, elle se ramasse à défendre le voile alors qu'elle ne le porterait pas dans la vie. Fait qu'elle se ramasse avec une image d'elle-même. Fait que c'est l'idée, dans le fond, de façon complètement ludique, traiter un peu de la réaction de l'image. Et puis dans la pièce, on va suivre aussi le personnage d'Éric Bernier, qui est comme en peine d'amour avec son ex, qui est un entrepreneur dans le vent. Puis là, lui, il va vouloir utiliser les talents de Jeanne pour reconquérir son ex. Donc, de parler de la relation amoureuse comme d'un produit, lui étant le produit, comment bien le vendre à son ex. Puis son ex, qui est un entrepreneur un peu aux dents longues, qui est un peu misogyne, ses bords, lui va faire une joke sur les Arabes dans une émission de télé. Et là, il est tout en train de perdre. Il est comme en train de se faire vraiment bloquer partout. Puis là, Jeanne et l'équipe de la compagnie de marketing vont essayer comme de le sauver. Fait qu'elle, elle se ramasse à sauver ce gars-là, à vouloir sauver ce gars-là qui a dit une joke de mauvais goût sur les Arabes. Puis bref, donc c'est un peu joue avec ces différents thèmes-là. Vraisemblablement, vous ne semblez pas trop interpréter ou interpeller, je dirais, la question des accommodements raisonnables, la liberté de la religion, l'émancipation de la femme, à moins que vous le faites de manière indirecte, mais on ne semble pas sentir cela dans votre pièce. Non, en fait, c'est pas le thème. Le thème, c'est vraiment le rapport à l'image, la récupération de l'image. On vit à l'ère des médias sociaux. On est tout le monde, peu importe notre religion, on devient des petits agents de marketing de nous-mêmes avec notre profil Facebook, notre Instagram, notre TikTok, notre Twitter. Fait que tout le monde devient comme un peu dépendant de ce qu'on va partager, ce qu'on va liker. Fait que ça devient questionnant, même au point de vue éthique. Qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on dévoile de notre vie, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qu'on veut contrôler, comment on veut manipuler. Fait que c'était vraiment ce thème-là qui m'intéressait. Puis le voile devenait un prétexte pour le personnage de Jeanne qui, dans le fond, elle veut pas porter de voile, elle décide de pas en mettre dans sa vie tous les jours, mais elle veut pas nécessairement porter ça comme débat, elle veut pas nécessairement, elle a des amis qui sont voilés, puis elle respecte ça, elle veut juste vivre sa vie, sauf qu'elle utilise l'image, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle travaille, puis c'est ça, en fait, que je trouve que ça devient une situation amusante, parce qu'elle joue avec elle devient extrême, elle nous graffine un peu. J'aurais tendance à dire que ce sont des pièces théâtrales engagées, dans le sens que vous engagez aussi dans un processus d'écriture théâtrale, en dépeignant la fiction, justement, à travers ce que, n'est-ce pas, vous constatez dans la réalité. Voilà. En fait, moi, je qualifie ça de comédie sociale. Je trouve que la comédie, justement, ces thèmes-là, à notre époque, sont des thèmes quand même sensibles à tous les niveaux. Puis, je trouve qu'il faut les aborder de front, il faut oser... de manière frontale. Avec ça. Puis la comédie permet d'aborder ces thèmes-là sans heurter, sans créer, sans blesser. Puis, quand on a joué le spectacle, j'ai pu voir que on a eu des gens de différentes communautés qui sont venus, puis
au contraire, ça a soulevé des débats intéressants. Il n'y a personne, en tout cas, s'il y en a eu, il n'y a personne qui me l'a signifié, qui a été choqué ou brusqué par ça. Au contraire, le commentaire que j'entendais le plus souvent, c'était que ça faisait du bien. Ça faisait du bien, ça décomplexait tout le monde un Aux peu gens qui étaient présents. Juste ça. pour ne pas vous couper la parole, encore une pause et je relance justement la question avec vous pour une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On continue notre conversation avec Simon Boudreau, qui est le metteur en scène qui a écrit ces pièces. Comment je suis devenu musulman et je suis un produit. On parlait d'une bonne réception de la part du public, n'est-ce pas? Oui, ben écoute, on a été chanceux dans un contexte étrange. On jouait à l'automne 2021 qui est passé. Puis, il y a eu les salles étaient à demi pleines, mais nous, quand on a commencé à jouer, les salles étaient ouvertes. Puis la veille, dans le fond, le jour de notre dernière, le lendemain, les salles fermaient. Fait qu'on a comme été dans une espèce de fenêtre où on a pu jouer le spectacle devant le public. Puis c'était complet. Rapidement, ça a été complet. Oui, les critiques ont été dithyrambiques, la réaction du public aussi. Puis dès qu'on levait des supplémentaires, on a levé des 6 supplémentaires. Puis dès qu'on les a levés, ça s'est rempli super rapidement. Fait qu'il y a eu comme une magnifique réception. Puis on le voyait aussi dans la salle. Puis ce qui était extraordinaire, c'est que c'était le premier grand rôle sur une des scènes professionnelles d'Ouda Riani. Ouda Riani, qui est une artiste accomplie, extrêmement connue au Maroc. Puis malheureusement, ici, on la connaît pas beaucoup. Puis moi, j'étais content de me dire, d'y donner ce rôle-là qu'elle défendait avec brio, qu'elle jouait avec... qu'on continue, on va être en tournée. Fait que je trouvais ça le fun que le public puisse découvrir cet artiste. Et il y avait aussi des gens du monde arabe qui venaient la voir parce qu'ils admirent Ouda, parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Oui, exactement, comme vous dites, très talentueuse. On reste sur ce point, justement parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient voir cette toute dernière pièce, Je suis un produit. Bon, il y avait un achalandage sur le site, je ne sais pas, mais justement, comment est-ce que vous avez géré la pandémie? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles projections de cette pièce, juste pour avoir une idée? Parce qu'il y a des gens qui nous le demandent, qui veulent savoir est-ce qu'il va y avoir de nouvelles projections de Je suis un produit. Donc, je vous laisse juste nous donner quelques infos. Oui. En fait, à partir l'année prochaine, à l'automne, on va jouer à la Bordée, à Québec. Et donc, ensuite, 2022. on va être en tournée. On va être en tournée au Québec avec ça, donc pour l'année 2022-23. Et on regarde aussi pour une reprise. C'est sûr que ce ne serait pas l'année prochaine, qui serait l'autre année, 2023-24. On est pour l'instant en train de regarder c'est quoi les possibilités. Mais oui, on le sait, même avec la direction du Théâtre de la Licorne, on a vu qu'on n'était pas allé au bout du potentiel de public puis de réception de cette pièce-là. Fait que on est en train de regarder ce qui se peut. C'est sûr que le contexte n'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été reportés. Et donc, ça crée comme une espèce d'entonnoir. Fait que, mettons, pour 2-3 ans, pour les 2-3 prochaines années, c'est quand même assez compliqué. Mais oui, il y a un gros intérêt à ce qu'on reprenne le show. D'accord. Question d'ordre général à vous, Simon Boudreau. On parlait justement de l'insertion n'est-ce pas, des potentialités des néo-québécois, ceux qui sont non seulement nouveaux arrivants, mais ils étaient anciens arrivants depuis longtemps, et leur insertion justement dans le champ culturel québécois, dans le champ culturel théâtral au Québec. De votre point de vue, comment est-ce que vous voyez ça? Bien, vous voulez dire, mettons, des gens nés ici ou des immigrants? Des gens nés ici, à la fois nés ici et ceux qui arrivent, justement, comment est-ce que vous voyez leur insertion? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que... Bien, depuis quelques années, il y a quand même une grande ouverture, surtout, je dirais surtout pour les jeunes, parce que justement, les jeunes, il y en a de plus en plus qui ont fait les écoles de théâtre, qui sortent des écoles de théâtre, donc ils sont comme déjà dans le réseau théâtral. Fait qu'il y a vraiment une ouverture à l'écriture, la mise en scène, le jeu. On en voit plein émergents de jeunes artistes de plein de nationalités différentes, c'est magnifique. Je pense que c'est quand même plus difficile
mais je vais prendre Ouda Riani comme exemple, pour le cas d'immigrants de première génération qui arrivent, qui ont leur bagage, que dans leur pays ont eu une carrière, ils ont une carrière encore, comme Ouda qui continue à jouer, mais qui arrivent ici, puis là, ça devient un peu plus difficile de voir à quelle porte cogner, où aller, comment. Fait que souvent, il peut y avoir des écueils qui sont en train. Justement, les cas de figure comme Ouda ont permis de remettre en question certains éléments qui étaient absurdes, comme ne serait-ce que la reconnaissance. Ici, c'est l'UDA, l'Union des artistes. Puis je sais que Ouda, au début, il ne reconnaissait pas tout ce qu'elle avait fait au Maroc. Fait qu'il fallait qu'elle commence comme quelqu'un qui n'a jamais joué nulle part pour avoir ses crédits UDA. Puis c'est absurde. C'est-à-dire de ne pas reconnaître. Puis là, je sais que l'UDA a quand même progressé là-dedans puis changé un peu cette façon de faire-là. Fait qu'il y a vraiment quand même beaucoup de remises en question qui se fait. D'accord. On va prendre vos projets d'avenir, ce qui s'en vient. Donc, c'est quoi vos projets justement pour 2022-2023 éventuellement? Ben écoute, il y en a toujours beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont sur des ronds, là, qui mijotent, c'est-à-dire l'écriture d'une nouvelle création que je suis déjà en écriture pour un spectacle qui va jouer au Petit Théâtre du Nord, qui est un théâtre pas loin en fait, dans le coin de Sainte-Thérèse. Et donc, pour l'été 2023, je suis un produit qu'on tourne, qu'on reprend et qu'on part en tournée l'année prochaine. Puis comme vous le mentionnez, je suis directeur artistique du Théâtre de l'Œil, qui est une compagnie de marionnettes pour enfants. Et on a fait notre dernière création, Furioso, un texte d'Olivier Kemed, à partir de Orlando Furioso de l'Arioste, qui, justement, lui aussi questionne le rapport à l'autre, le fait qu'il y a un peu de nous dans l'autre, avec cette histoire médiévale qui déconstruit, avec laquelle il s'amuse, avec justement les préjugés des chevaliers. Il y a les chevaliers, il y a une chevalière qui est la plus forte, finalement, puis il s'amuse avec ça. Puis dans la distribution aussi, on a Jetro Ram, qui est d'origine haïtienne, puis on a Karuna Kimilevski, qui est brésilienne, dont le père est japonais, mère polonaise. Et donc, ce spectacle-là est en tournée, spectacle de marionnettes pour enfants. On a une nouvelle création que je mets en scène qui commence aussi l'année prochaine. Fait que beaucoup de projets, beaucoup d'écriture. Fait que c'est comme ça, c'est foisonnant, c'est inspirant. Excellent. Puis avec cette ouverture, espérons-le, disons-le, la fin de cette pandémie, espérons que le tunnel sera plus lumineux que jamais. C'est un plaisir de vous avoir reçu, Simon Boudreau. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Je vous en prie, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi chez Art et Lettres à 15h30. Restez avec nous. Au revoir.